Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur. Aujourd'hui, je suis avec Christiane Constantino pour parler de l'importance du cash flow. L'arrivée inattendue d'une maladie peut tout faire basculer quand on est entrepreneur à la tête d'une PME ou encore à titre de travailleurs autonomes. À l'occasion du lancement public de son tout premier livre, Foutu cancer, Christiane Constantino, stratège en finance, veut partager son histoire et offrir des trucs et astuces à d'autres entrepreneurs confrontés à des imprévus comme la maladie, en leur montrant comment transformer l'adversité en force et surmonter même les obstacles les plus difficiles. J'ai vraiment hâte à cette entrevue-là parce qu'on a eu une discussion en pré-entrevue et il y avait plusieurs trucs et astuces, puis il y avait même des choses que je me suis dit, oh, ça, je ne l'ai pas planifié. Qu'est-ce qui arriverait si ça se présentait à moi? Comment que je ferais pour passer au travail? Alors, j'ai vraiment hâte de discuter avec elle pour voir c'est quoi les risques, c'est quoi qu'on peut protéger, c'est comment qu'on peut faire pour se protéger et prévenir les pires inattendus. Alors, avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alias Entrepreneur, le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance, un programme qui vient en aide aux entrepreneurs, le réseau Mentorat, un réseau de mentors partout au Québec, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, InfoBref, un média d'information où est-ce que vous avez l'essentiel de l'actualité en moins de 5 minutes. Et bien sûr, mon commerce en ligne euh, qui vient en aide aux PME du Québec à les mettre en ligne et à faire une transformation numérique. Sans plus tarder, j'aimerais ça accueillir Christiane. Bonjour Christiane. Bonjour Anthony, ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Ouais. Merci beaucoup en passant de me donner cette opportunité-là de faire ma présentation là, sur mon nouveau livre que j'ai lancé récemment. Là. Fait que merci beaucoup. Ça fait plaisir. Écoute, quand on, souvent quand on se lance en affaires, en fait, quand je me suis lancé en affaires, je me faisais souvent dire qu'il faut se protéger, il faut penser aux risques. Puis d'ailleurs, je viens de terminer une acquisition et puis je parle actuellement avec les créanciers pour parler des risques. C'est quoi les assurances qu'on devrait avoir de besoin? Puis j'ai un partenaire qui est plus difficilement assurable. Alors on parle, OK, c'est quoi? C'est jusqu'à quoi qu'il faudrait être couvert? Puis on est justement dans ces discussions. Dans des discussions qui sont pas toujours faciles parce que tu te dis, tu regardes le prix des assurances, puis tu te dis, ça, c'est peut-être un nouvel équipement, ça, c'est peut-être quelque chose d'autre. Puis, écoute, je suis en forme, ça va bien aller. Puis, toi, tu as vraiment une histoire. Peux-tu nous parler tout d'abord un petit peu de ton histoire, Christiane? Bon, mon histoire, en fait, ça commence dans les années 80. J'étais un petit peu plus vieille que toi. J'ai commencé dans le domaine de ce qu'on appelle la recherche et le développement expérimental pour un centre de recherche à Ottawa. J'ai travaillé là 12 ans. Et puis, j'ai étudié en même temps. Je faisais mes études au début. J'ai finalement, après le dernier mandat que j'ai eu avec eux dans la dernière année, c'était la 12e année, là, dans le fond, c'était d'aller travailler sur un projet en Afrique du Sud pour justement gérer tous les risques associés, que ce soit les risques de pays, que ce soit les risques financiers, les risques au niveau des ressources humaines. Alors, moi, je suis allée gérer ce projet-là, côté vraiment administration, pas direction générale, mais vraiment plus côté administratif, financier. Alors, j'ai fait ça pendant un an. Je suis revenue au Canada. Puis, ce que je devais trouver intéressant dans le projet, c'est que ça l'aidait justement, tous les projets que nous, on investissait dedans, c'était des projets de l'accréditation de centres locaux de développement. Alors, j'ai trouvé ça intéressant. Ça touchait à beaucoup d'entrepreneurship, etc. Puis, j'ai dit, ah, ben, je vais aller sur l'autre côté maintenant, au lieu de financer ce genre de projet-là. Moi, j'aimerais ça aider les entreprises. Puis, je suis allée travailler à la Caisse de dépôt. J'ai travaillé là 3 ans. Ensuite, j'ai travaillé chez Investissement Québec comme directrice de portefeuille. On a fait j'ai fait un peu de financement. Je pense 3 ans et demi, à peu près 3 ans et demi, qu'on faisait des financements au niveau du capital action. Et ensuite, je suis allée vers le financement traditionnel, qui était plus du financement de prêt ou de la garantie de prêt pour supporter les entreprises au Québec. Mais ce qui m'allumait le plus, là, c'était vraiment les startups. Parce que je me disais, la startup, elle, là, elle commence, elle n'a pas de défaut. Moi, j'arrivais d'une grande entreprise, fait qu'elle, elle n'a pas de défaut. Fait que là, c'est le temps de mettre en place des choses. Fait que j'ai décidé de me lancer comme consultante là, en développement international. Et j'ai travaillé j'ai eu ma première compagnie, là, ça s'appelait Turbulence Groupe Conseil. On a fait à peu près, j'ai fait à peu près une trentaine de mandats à l'international. Puis quand je suis revenue, le dernier mandat que j'ai eu, quand je suis revenue, j'ai dit, bon, je veux vraiment me concentrer encore plus la petite entreprise, start-up, parce que là, c'est plus l'entreprise qui avait du développement international. Fait que là, je vais revenir plus au niveau local.
Et puis, fait que là, j'ai décidé de partir ma propre entreprise qui s'appelait 6DT Conseil, ma deuxième en fait, là, qui était plus au niveau technique là, qu'au niveau stratégique. Et puis, parce que je trouvais qu'au niveau technique, mais quand tu es une start-up, il faut que tu portes 5 chapeaux. Hein. Chapeau de l'entrepreneur, chapeau des ressources humaines. En fait, tu sais quoi, là? Tu portes plusieurs Ouais, chapeaux. on porte tous les chapeaux au sein de notre entreprise. On n'est pas entouré d'une grosse équipe de direction. Il faut prendre des décisions, puis il faut tout savoir, puis pas oublier donc payer les DAS le 15 du C'est mois ça, quand c'est on ça. a des employés. Fait que c'est vraiment important. Tu sais, je me dis toujours, tu as beaucoup de pression sur l'entrepreneur, puis à ce moment-là, des fois, tu ne penses pas à tous les risques. C'est pas parce qu'on veut les oublier, là, c'est parce que souvent, là, vu que tu portes beaucoup de chapeaux, il faut que tu fasses, tu es un peu le vendeur de ton entreprise, tu as aussi le chapeau de ressources humaines, embaucher, former, etc. Fait que tu as vraiment trop de chapeaux souvent, puis t'as pas, on néglige certains aspects comme la gestion de risque. On parlait tout à l'heure justement de ton un de tes partenaires là, qui est au niveau de l'assurance. La première chose que j'ai fait quand j'ai lancé 6DT, j'ai dit bon, je vais aller chercher de l'assurance pour me couvrir en cas que j'aurais une maladie grave. Dans mon cas, moi, c'est plus la maladie grave que je recherchais là, que l'assurance invalidité. Et puis, j'ai été refusée. Mais par contre, quand j'ai été refusée, parce que j'étais asthmatique quand même assez grave, là, fait que j'ai pas d'MPOC, là, mais j'ai quand même un asthme assez développé. J'en ai parlé avec mon conjoint, je dis écoute, là, je me lance en affaires, ma deuxième entreprise, l'autre est fermée, on a fait de l'argent avec ça, on l'a closé. Mais là, je dis, tu sais, là, s'il arrive quelque chose, on fait quoi? Fait que je dis, ça va être important parce que je vais avoir des clients, je vais avoir. Parce que là, ma clientèle était différente, c'était un autre type de clientèle. Je dis, est-ce que je me lance ou pas? Ben, il dit, écoute, il dit, je vais te suivre, il n'y a pas de danger, là. Puis comme de fait, arrivé en 2019, ben, j'ai eu l'annonce d'un cancer très avancé. Puis, parce que quand tu as le choc, quand tu as l'annonce du cancer, déjà, c'est un choc. Mais moi, j'avais comme un choc qui n'arrêtait pas. Toutes les 5 minutes, on me sortait peut-être que j'avais le cancer des poumons, peut-être que j'avais le cancer du foie, peut-être que j'avais le cancer des os. Puis là, le cancer du sein, c'était confirmé au moment de la rencontre avec le médecin à l'urgence. Mais fait que là, tu te dis, OK, là, j'avais eu le support de mon conjoint à ce moment-là. Et j'étais en bonne main. Fait que, j'étais en bonne main. Puis déjà, j'ai une famille assez extraordinaire que j'ai demandé à ma soeur, tu peux-tu venir m'aider parce que moi, j'ai vraiment besoin de continuer mon entreprise. Je ne peux pas m'impliquer 5 jours semaine comme je fais, mais je veux quand même continuer à gérer mon entreprise, à faire ce que j'aime. Dans le fond, j'aimais ça, travailler avec les entrepreneurs. Puis elle est venue se joindre avec moi. Fait que, elle est venue se joindre avec moi. Après ça, j'ai eu mes fils. J'avais déjà des employés en passant, là, mais j'ai mes fils qui sont venus, j'ai un de mes fils qui est venu se joindre avec moi. On a embauché des sous-traitants. Ce qui m'a permis d'avoir une certaine pause, puis prendre soin de moi quand c'était nécessaire. Puis là, à ce moment-là, ben là, j'ai dit, OK, là, qu'est-ce que j'ai comme ressources dans mon entreprise qu'il faut que je gère? Là? Fait que là, j'ai le temps. Fait que là, il faut gérer du temps. On en manque tout le temps. Fait que là, vous C'est. commencez à déléguer. Fait que déléguer, c'est la première chose qu'il faut faire. Ben, à qui déléguer? Comment? Si j'avais eu une police d'assurance maladie grave, ou j'aurais pu prendre cet argent-là puis embaucher un directeur général. Mais je ne l'avais pas. Là. Fait que, j'ai embauché ma soeur qui ne m'a rien coûté. Ça l'entendait ça, elle disait bon, elle ne m'a vraiment pas payé pour ça. Fait que j'ai embauché ma soeur qui ne m'a rien coûté, mais par contre, avec tout ce qu'elle m'amenait comme background, elle avait vraiment une bonne formation, etc. Après ça, j'ai dit qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que j'aimerais comme ressource? C'est l'argent. Bon, mais l'argent, là, j'en ai pas tant que ça. Il faut que je diminue mon temps à moi. Fait que, fait que ce moment-là, j'ai dit OK, on va évaluer le portefeuille de clients que j'avais. Puis là, je dis OK, on va être stratégique, on va conserver les meilleurs clients. Puis après ça, ceux qu'on est capable de supporter, ceux qu'on est capable de supporter un petit peu moins parce qu'ils demandent plus de temps, etc., ben, on va les référer vers d'autres bureaux. Fait que c'est un petit peu, on s'est dit après ça, ben là, qu'est-ce qui nous manque? Là, je suis en train de regarder ma liste, là, le soutien humain, ça, c'était super important. Le soutien humain, ben, c'est parce que quand tu vis la maladie, ou là, on parle de cancer, mais ça peut être toutes sortes de maladies. Ça peut être la maladie d'un enfant aussi, ça peut être la maladie de son conjoint, par exemple. Parce que pour moi, c'était un choc, mais c'était encore plus un grand choc pour mon mari. Fait que pour mon cher époux, parce que lui, il était prêt à démissionner et s'occuper de moi, là, mais j'ai dit tout le temps, je ne suis pas encore quand je suis sur le bord de l'article de la mort, peut-être, là, mais là, tu vas continuer à travailler. Là. Qui a continué à travailler, tout ça, mais il y a, au niveau du sport humain, mais là, je suis allée m'entourer des meilleures personnes, que ce soit au niveau de par exemple, la livraison, de la bouffe. Je donne un exemple. Si j'avais eu un chien ou des enfants, ben, j'aurais demandé à mes petits voisins, tu peux-tu venir m'aider à sortir le chien? Mes voisins demandaient à mes voisins, tu peux-tu garder les enfants pendant que je me repose? Parce que quand tu reviens d'un traitement de chimio, souvent, c'est très difficile.
Tu as juste envie de dormir pour 3 jours. Hein. Fait que, tu sais, c'est d'aller chercher c'est des conseils comme ça que je donne qui sont vraiment faciles. Ça ne coûte rien en passant. C'est des petits conseils. Je mentionne dans le livre au niveau de l'argent, c'est bien, première chose que j'ai faite, j'ai sorti toutes mes polices d'assurance, carte de crédit. J'ai regardé si j'avais de l'assurance carte de crédit. J'ai regardé toutes les polices d'assurance. J'ai fait un inventaire de ça. Ben, en fait, je ne l'ai pas fait, je l'ai donné à ma soeur. J'ai dit, fais-moi un inventaire de ça, voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là, pour qu'on puisse voir Mais s'il y a de l'assurance que je n'ai pas pensé. Là. ça, Oui, ça a l'air super beau, mais je vais juste me positionner dans un. Essayer de m'imaginer là, à ce moment-là, parce que c'est un choc personnel. ouais. J'imagine que ton niveau d'énergie il était relativement bas aussi, surtout entre les traitements. Tu sais, tu te dis, hey, là, il faut que je me concentre pour prendre soin de moi, mais en même temps, on oublie la maladie. Je fais juste me positionner. Moi, personnellement, j'ai pas de maladie. J'essaie juste de structurer mon temps pour déléguer, d'embaucher, et puis c'est vraiment pas évident. Puis avoir les bons sous-traitants, parce que c'est beau déléguer un consultant, un sous-traitant, mais s'il ne livre pas la marchandise, c'est ton téléphone qui sonne après. Là, il faut Ouais. que tu gères le client, il faut que tu gères le consultant. Là, après ça, tu te dis, ah, oh, OK, puis là, il coûte quand même de l'argent, ce consultant-là. Tu as les factures qui rentrent mois après mois après mois. Le salaire des employés continue à rentrer. Puis la difficulté à livrer le mandat, C'est pas si évident que ça, mais j'ai oublié de mentionner aussi, c'est que quand j'ai travaillé au centre de recherche là, à Ottawa, j'ai étudié en même temps. J'ai fait un bac, puis j'ai fait un deuxième cycle en finance. J'ai fait aussi un MBA là, en gestion. Puis, ce que ça m'a apporté, ça, cette formation-là, parce que moi, je me suis toujours dit à quoi ça va me servir un jour, là, parce que tu n'as pas besoin de diplôme pour être entrepreneur. Hein, on s'entend là-dessus. Là, les grands de ce monde n'ont pas nécessairement les MBA que j'ai, là, puis toute la formation que j'ai. Mais sauf que ça m'avait apporté un volet, tu sais, dire, parce que quand tu fais ton MBA, par exemple, tu es dans la notion de partage, fait que tu délègues, fait que tu travailles en équipe, fait que tu sais, as vraiment, j'ai appris à faire confiance aux gens. Puis ça, c'est important, là, tu sais. Vraiment faire confiance aux gens, dire, bon, ouais, choisir la bonne personne, c'est pas si évident. J'en ai choisi des personnes, tu sais, j'en ai embauché, j'en ai laissé aller parce que ça ne faisait pas l'affaire. C'est quelque chose, OK? Puis il ne faut pas oublier aussi que puis j'ai travaillé beaucoup à l'international. Puis le dernier mandat que j'ai eu, c'était en Arabie Saoudite. Je veux dire, une femme en Arabie Saoudite, c'est pas si évident, là, mais tu sais, je l'ai fait le mandat, j'étais à bout de passer au travers. Ce que je veux dire, c'est que ça te prend quand même une certaine résilience. Fait que ça, quand tu es entrepreneur, il faut que tu développes cette résilience-là. Ton mindset, il faut que ce soit super. Tu sais, il y a des cours là-dessus, tout ça. Je ne donnerai pas un cours sur le mindset et la résilience. Là. Mais la première chose qu'il faut que tu développes, c'est OK, c'est sûr que tu as le cash, l'argent, tout ça, mais au niveau personnel, il faut vraiment que tu développes une espèce de résilience, mais de confiance aussi envers tes employés, envers tes partenaires, envers tes. Puis d'aller chercher cette. Dans mon livre, je l'explique. Moi, j'avais un prêt en passant avec la BDC. Je ne les ai pas appelés pour leur dire que j'avais le cancer. J'avais pas assez confiance en eux pour leur dire, je ne les connaissais pas, là. Aujourd'hui, j'ai confiance, là. J'ai appris à avoir confiance en eux. Je ne les ai pas appelés pour leur dire, j'aimerais savoir un moratoire. Puis là, ils m'auraient dit, pourquoi tu veux un moratoire? Puis j'ai arrêté. Ça ne me tentait pas de mentir. Ça ne me tentait pas de dire, j'étais en pleine croissance quand c'était pas ça du tout, là. Ça n'aurait pas paru dans mes chiffres. En tout cas, ça, c'est sûr que ça n'aurait pas paru dans mes chiffres parce que mon chiffre d'affaires, je dirais, il a fondu d'à peu près 50 %. Mais par contre, j'ai quand même été capable de vivre de mon entreprise durant cette période-là. Puis, ce qui est important, c'est ça, c'est de vraiment dire. Puis moi, quand j'ai reçu le diagnostic, c'est là que j'ai réalisé que j'étais vraiment forte, là, psychologiquement, là, j'étais une personne assez forte. Parce que c'est sûr, j'ai vécu en Afrique, là, c'était pas, tu sais, mon petit bébé, il me disait tout le temps, pas mon plus jeune, il me disait tout le temps, maman, c'est quoi qu'on entend dehors? Je disais c'était des ballons, mais c'était des AK-47 qu'on entendait. C'était pas si évident que ça. Mais j'avais cette espèce de mindset-là. Moi, je ne sais pas pourquoi je suis pas née comme ça, mais je l'ai comme créé autour de moi, cet environnement-là. Puis, tu sais, d'avoir, comment je dirais aussi, de s'attarder sur des problèmes qui sont, j'appelle ça un peu insignifiants des fois, là, tu sais, ça ne vaut pas la peine. Tu sais, comme j'ai un client, pas un client, un fournisseur, à un moment donné, m'envoie une facture, je dis, ben là, c'est pas de bon sens, là, ce que vous avez fait, là. Tu sais, fait que je dis, écoute, moi, je vais te la payer, là, mais tu me coupes ça de 50 % là, je considère que vous n'avez pas fait 50 % de plus que ça. Là, fait que, tu sais, je n'ai pas passé de temps, il l'a payé, là, c'était correct. Là. Mais tu sais, il y avait juste un client que ma soeur m'a aidé. On a fait une demande on est allé à la cour des petites créances. Lui, j'y tenais. Mais il y en a d'autres, là, tu vois, on va le laisser aller. Là, mais lui, j'y tenais, là,
Parce que, tu sais, Ouais, c'est vrai. tout était là pour qu'on gagne, là. Fait que, tu sais, quand tu sais que tu vas gagner, c'est correct, mais quand tu sais que tu as des bonnes chances que ça va te gruger de ton temps, là, passe à autre chose. Tu sais, puis moi, je suis née je suis dans ce monde-là, c'est que mon père disait tout le temps, ben, tu sais, si tu pourrais de le régler, là, passe à autre chose. Tu sais, perds pas ton temps avec ce que je considère un peu des fois insignifiant, là, mais c'est peut-être pas le bon terme, là, c'est peut-être pas nécessaire dans ton entreprise. C'est mieux de passer du temps sur tes ventes, de faire croître ton entreprise, gérer ta clientèle. Que si tu as des problèmes de fournisseurs, moi, un employé, à un moment donné, j'ai trouvé ça triste. Là, quand je l'ai appelé, je pleurais au téléphone. Je disais, écoute, tu n'es vraiment pas la bonne personne qu'on a embauchée. Là. Je suis vraiment désolée. Là, puis je pleurais. Puis il disait, pourquoi tu pleures? Ben, ça me fait de quoi? Parce que tu avais déjà une job avant. J'aimais pas ça, mais tu sais, m'expliquer, j'aimais pas ça, ma job avant. Ben, tu m'as appris peut-être qu'il faudrait que je m'améliore aussi. Fait, c'était Ben, correct, là, ça a bien fini, là, mais c'était. C'est pas, puis là, pas si on, honnête, là. puis, si on vient au moment, tu sais, en ce moment, tu sais, dans ma vie, ça va bien, j'ai des bons moments. Quand on parle de fonds de roulement, Ah ouais, parce pas de qu'il faut bâtir le fonds de roulement quand que j'imagine son entreprise va bien, parce que quand ça se met à moins bien aller du côté personnel, puis même du côté des affaires, il faut avoir un fonds de roulement. Mais quand on parle de fonds de roulement pour les petites entreprises du Québec, les travailleurs autonomes, on prévoit combien de mois de fonds de roulement là, pour avoir une saine gestion, là? C'est une bonne gestion. Tu sais, si j'étais une petite entreprise avec mettons, je parle de la petite entreprise, moins de 5 employés, là. Tu sais, moi, j'ai toujours un fonds, même la grande, c'est le même ratio, là, je te dirais, un fonds de roulement, c'est 1,3 à peu près. Là. Fait que si tu as 1,3, 1,5, ça veut dire que si tu prends ton actif à court terme, divisé par ton passif à court terme, ça te prend un ratio au-delà de 1,3. OK? OK. Fait que si tu étais à 1,1, ça veut dire que tu n'as pas de marge de manœuvre, mais à 1,3, 1,5, tu as de la marge de manœuvre. Puis si tu étais un travailleur autonome, je dis toujours, ben, au moins 3 à 6 mois, ça te prend un minimum de 3 à 6 mois de cash dans ton compte de banque pour te payer un salaire si les contrats ne rentrent pas. Okay? Si tu n'as pas les contrats, c'est juste pour te donner une certaine marge de manœuvre. Okay? Ça, c'est important, le fonds de roulement. Hein? Ça, c'est un bon point que tu as. Ce n'est pas juste la structure d'entreprise, mais le fonds de roulement, là, si tu n'as pas d'argent pour payer tes fournisseurs, va pas négocier avec un fournisseur, un nouveau fournisseur. Tu sais, si tu n'as pas ce fonds de roulement-là, ben peut-être qu'il faut que tu gères d'autres problèmes à l'intérieur de ton entreprise. Tu sais, je te donne un exemple. J'avais une mentorée, elle avait des problèmes justement de fonds de roulement. Puis là, je disais, ben, il est où ton cash? Fait que là, tu as regardé dans la business, là, le cash était dans le congélateur. Là. Mais là, je dis peut-être le temps de faire une promo. Là, tu sais, dans le domaine de la restauration. Là. Peut-être une promo, c'est un spécial, je ne sais pas, poulet. Sortir justement, rentrer de l'argent, parce que l'argent est là, tu sais, dans le fond du congélateur, mais c'est peut-être le temps de le ramener dans l'entreprise, cet argent-là, en faisant des promos. À la limite, à ne pas faire de l'argent, je comprends, là, mais au moins, il y a de l'argent qui rentre. Là, Ramener l'argent qui dort, parce que peut-être qu'à c'est un moment ça. donné, quand on parle du congélateur, on parle de stock, C'est d'inventaire. Là, ça, elle avait une grosse d'inventaire. inventaire dans le congélateur. Puis peut-être que l'inventaire va passer date, peut-être que l'inventaire, on va te sortir, C'est ça va ça. quitter le congélateur. Ben, il faut avoir un roulement suivre, si je comprends bien, trouver où est-ce qu'elle est l'argent, puis suivre ces ratios-là pour savoir, OK, c'est combien de temps que ça me prend à acheter mon stock puis sortir mon stock. Il y a Si c'est un dans ce excellent cas-là. livre qui existe, là, un excellent livre qui existe, ça s'appelle Le But. OK? Le But, deux mots, là. Et puis, c'est écrit par un Américain. Justement, il parle de la gestion de l'inventaire. Tu sais, comment qu'on gère ça, un inventaire. Lui, il est arrivé dans une business, puis si tu as plein d'inventaire jusqu'au plafond, là, ben, tu sais, il n'y a pas d'argent à faire les payes. Là, ça te donne quoi? Là, tu sais? Ah, mais on a fait ça en prévision de la. Non, mais il y a juste à temps, là, c'est pas ça. Là. Juste à temps, c'est pas. C'est tu livres ton produit ou ton service en fonction de ta capacité actuelle pour dans le futur que tu vas signer des contrats. Là, c'est vraiment là, c'est d'y aller vraiment sur une base. Sur mon site web, en passant, sur le site web de christianeconstantino.com, j'ai deux petits modèles de cash flow, OK, qui permettent justement, c'est des modèles que j'ai créés là, sur une base de 12 semaines. Ben, OK, j'ai tant de revenus qui vont rentrer, j'ai tant d'obligations aussi à payer. Tes obligations, c'est le gouvernement, les taxes, les DES. Les obligations, ça inclut les salaires de tes employés. Et également, tu as aussi les obligations par rapport à tes fournisseurs, etc. Puis tes fournisseurs, tu ne peux pas les négliger. Il faut tes payes. Mais il ne faut vraiment pas les négliger parce que là, à ce moment-là, quand tu vas refaire affaire avec ton fournisseur, ben, il va probablement te coûter très cher. Fait que c'est tout.
Quand tu gères le cash flow, là, c'est vraiment une approche holistique. Il faut que tu aies la grande vue sur l'argent puis comment on le fait. Puis un truc, moi, je donnais tout le temps aux gens, c'est un truc que je donne, tu t'encaisses, tu fais ta collection le lundi pour avoir le cash qui rentre le vendredi. Des fois, tu te donnes 4-5 jours de délai. Là. Fait que ton cash va rentrer dans ton compte de banque d'ici le vendredi. Puis le vendredi, tu prends l'argent, tu en mets de côté pour ta paye, le restant, tu payes tes fournisseurs. Tu payes tes fournisseurs ou tu mets de l'argent de côté aussi pour tes DES et tes taxes. Là. Fait que c'est vraiment ça, il faut que tu fasses. Ça, c'est une routine, là, la routine du cash flow. Je ne sais pas si ça existe un livre là-dessus, là, mais c'est primordial. Il faut que tu gères ça tous les matins. Fais ta réunion d'équipe, tu gères ton cash flow après. Tu fais ta collecte, vendredi, tu payes tout le monde. C'est sûr de ne pas te tromper. Là. Ça, pour la petite entreprise, quand ça devient plus gros, des fois, il faut avoir des stratégies de cash flow avec les négociations des termes de paiement, autant du côté client que du côté fournisseur pour s'étirer au maximum quand on a une transformation de produit qui est longue, pour ne pas payer tout ton stock puis vendre ton stock 90 jours plus tard. Il faut être. Ça arrive dans Il y a certaines industries, ça. Hein? Ouais. Il y a des stratégies de rapprocher le plus possible ta dépense avec ta vente. Alors, puis ton paiement. Fait que si tu es capable de payer après d'avoir été payé, ben c'est toujours plus facile de survivre dans le temps. Là. Dans le domaine de la construction, tu peux faire des ententes de paiement sur paiement. Okay? Par exemple, si tu construis, je ne sais pas moi, un cabanon, mais tu dis à ton fournisseur, mais quand moi je vais te payer, je vais te payer. Fait que tu peux avoir des ententes de paiement sur paiement. Fait que ça, tu peux avoir un délai qui est plus long, tu sais, fait que mais tu n'as pas de frais à ça, mais il faut que tu le négocies dès le départ. Il ne faut pas que tu prennes ton fournisseur pour acquis qui va l'accepter, là. Parce que lui, tu ne sais pas, il y a peut-être qu'il ne peut pas faire ça justement avec ses employés. Il ne peut pas dire, ben, écoutez, moi, quand je vais être payé, je vais vous payer. Là. Ça fait un peu. Mais tu peux avoir aussi des ententes avec tes clients. Dire que moi, au fur et à mesure que les travaux avancent, ben, j'aimerais ça que tu me payes. Là, fait que, dans le domaine de la construction, moi, je considère que tu devrais être payé toutes les semaines. Parce que tes employés sont payés toutes les semaines. Fait que tu devrais être capable de payer. Puis souvent aussi, si mettons, ton cost de produit équivaut à 50 de tes ventes, ben, tu demandes un dépôt de 50 de ta vente. Fait qu'à ce moment-là, tu es capable de payer tes fournisseurs. Puis, tu peux aller chercher des rabais aussi parce que vu que tu as payé en dedans de 30 jours, ben, tu peux aller chercher des rabais. Fait que quand tu as du gros volume, là, ça peut être intéressant. Là. C'est ça vraiment la gestion du cash. Là. Quand je dis que c'est une approche holistique, c'est de regarder de A à Z tout l'ensemble de ma production ou l'ensemble de mon service. Puis comment je fais pour le gérer. Demander un dépôt à signature du client aussi qui couvre une partie des frais engendrés. Ben, c'est ce que je disais, ouais, 50 si ton cas c'est 50, tu demandes un dépôt de 50. Là. Puis, tu sais, je vais vous donner une anecdote. J'avais un client, c'était très, très gros en passant, une grosse entreprise française qui ne payait pas, c'était l'enfer. Hein. On parle de 2500 $. Les autres, ils gèrent des milliards par année. Là. J'ai pris l'auto, là, je me suis en allée directement à Sorel. Ça vous donne une idée c'est qui, là. J'allais les rencontrer à Sorel, puis là, je suis arrivée avec tous les courriels de suivi que j'avais. Je n'avais à peu près ça d'épais, là. Les factures, le mandat, je leur ai mis ça sur la table. Là, je dis, où le problème, là? Pourquoi qu'on ne se fait pas payer? Elle dit, tu sais, Christiane, notre politique, à nous, c'est 90 jours. Ouais, mais nous, là, quand on a signé le contrat avec vous, là, excuse, c'est pas 90 jours, c'est 180 jours. Nous, notre politique, on l'avait accepté à 90. Les autres étaient à 180. Puis, c'était pas un gros montant. Fait que, mais eux, là, ils m'ont expliqué le processus, c'est qu'eux autres, les paiements étaient faits à l'extérieur. Fait que ce qu'on faisait, c'était écoute, c'est pas correct, là, mais on faisait du backdate sur les factures. Fait que, tu sais, dans le fond, on backdatait nos factures pour être sûr qu'eux autres, à l'autre bout, là, qui comprenaient que ça avait déjà été livré. Normalement, tu factures quand tu as livré, là, mais tu sais, là, on se dit on n'avait pas le choix avec lui parce que c'était tellement long, les délais de paiement. Là. 180, je n'avais jamais vu ça. Là. Ben, ça m'est arrivé la même chose, Christiane, avec un client qui payait trop long. Nous, aussitôt qu'on avait le PO, on faisait la facture pour le temps de transformation plus le délai normal de paiement pour se faire payer dans un délai normal. Alors, c'était... Mais c'est une discussion, hein, tu as vu, hein, c'est ça, c'est la discussion que tu as eue probablement avec ton client qui t'expliquait son processus à l'interne que lui, il n'est pas capable de contrôler parce que c'est un gros joueur, là, tu sais. Fait que c'est, faut peut-être cette discussion-là. Puis je dis tout le temps aussi, peut-être c'est une petite entreprise ou une moyenne entreprise, bien souvent de faire ses suivis, tu sais, de faire ses suivis là, avec le client, c'est de dire, ben, il va souvent prendre ta facture, va la mettre sur la pile parce qu'il va dire, ben là, ça fait 3 fois qu'elle m'appelle cette semaine, là, je vais la régler, là, elle, je ne veux plus qu'elle m'appelle. Là. Tu sais, tu comprends? C'est juste, c'est un espèce c'est dans la relation que tu vas avoir avec ton client, mais c'est dans la discussion aussi. Là. Fait que c'est ça.
C'est pas juste de prendre pour acquis que j'envoie un courriel, là, puis il a ouvert le courriel. Il ne faut pas prendre ça pour acquis. Il faut vraiment prendre le téléphone et les appeler, dire, oh, y a-t-il un problème? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour t'aider? Souvent, tu peux-tu me faire un paiement partiel? À la limite, là, ça peut être juste ça aussi. Là. Non, c'est des très bons trucs. Puis, comme propriétaire de petite entreprise, de PME, comme c'est pas toutes les entreprises qui créent, une valeur revendable lors, de la fermeture de l'entreprise. Tu sais, parfois dans des entreprises de services, c'est difficile de vendre certains types d'entreprises. Comment que je fais pour m'assurer comme entrepreneur de bâtir mon fonds de pension au travers que j'avance dans mon entreprise? Ça, c'est un super bon point. Il y a un autre livre qui existe, là, je lis beaucoup en passant. Ça s'appelle Profit First. Là. Mais ça, c'est la méthode Profit First, qui est une méthode américaine. Il dit qu'il faut que tu aies au moins 5 à 7 comptes de banque. Là. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Là. Je pense que 3 comptes de banque, c'est correct aussi. Là. Fait que tu pourrais avoir un compte de banque qui s'appelle, que je travaille avec une cliente, on l'appelle juste pour le plaisir, en passant. Fait que ça, c'est son fonds de pension. Après ça, on a un compte de banque qui s'appelle le citoyen corporatif, là, le bon citoyen corporatif. Ça veut dire celui qui paye ses taxes, ses impôts. Fait qu'on met tout le temps un 20 entre 20 et 25 d'argent, on met tous les mois dans ce fonds-là. On recalcule nos profits, on recalcule nos taxes, s'assurer que le compte est toujours couvert à 100 Puis l'autre compte, ben, c'est mes opérations. Ça veut dire que je regarde qu'est-ce qui s'en vient le mois prochain. Qu'est-ce que j'ai comme déboursé obligatoire. Puis, c'est ce que je vais avoir dans mon fonds de roulement. Tout le reste, là, je le mets dans les profits. Fait que tout le restant des profits. Puis, si je ne fais pas de profit, ben là, il y a un problème. Là. Fait que c'est sûr, il faut absolument que je fasse des profits. C'est pas une entreprise qui ne paye pas son actionnaire, qui ne crée pas le fonds de pension de son actionnaire. Pour moi, c'est pas une entreprise qui fait de l'argent. On veut toujours être un bon citoyen, oui, mais en bout de ligne, il faut payer des impôts. Il faut aussi penser à la santé financière de son actionnaire, que lui, il prend tous les risques. C'est lui probablement qui dort le moins. C'est lui qui stresse le plus. Fait que c'est à lui qu'il faut le récompenser aussi. Là. Fait que c'est important d'avoir un compte vraiment, là, juste pour le fun, c'est correct, mais avoir, mettons, un 4e compte de banque, dire, ben lui, dans ce 4e-là, je sais mon fonds de pension, je n'y touche pas, je le mets là. Je mets cet argent-là. Là. Je Nous, on a une comprends. compagnie de gestion, là, c'est ce qu'on a fait. Là. C'est dans la compagnie de gestion, je la mets dans la compagnie de gestion, puis je ne vais même pas chercher cet argent-là. Là. Si j'ai un projet là, intéressant, là, mettons, j'aurais un super beau projet, je dis, OK, je pourrais faire, mettons, une publicité, une promotion, ça coûte de l'argent, ben, je vais peut-être l'emprunter à quelque part, parce que si je commence à être en déficit tout le temps dans mon entreprise, ben là, je vais aller chercher l'argent dans ma banque là, qui est en haut. Là. Puis l'autre chose aussi, c'est un truc, là, mais si, mettons, que j'ai de la misère à gérer mes taxes, j'ai de la misère, je prends un montant d'argent, il n'y a rien qui t'empêche de faire des acomptes aussi, là. Tu prends 20 de ton profit, tu dis, bon, je vais en transférer un pourcentage à Revenu Québec, à Revenu Canada. C'est des banques, ça, là. Les grosses banques qui ne portent pas intérêt, mais tu dis, il y a moins de risques que je la dépense. Parce que souvent, il y a des gens qui ont comme... ils vont sur le coup de l'émotion, ils vont signer un gros contrat, mais après ça, si tu n'as pas le cash, il y a de bonnes chances que tu ne feras pas un coup d'émotion. Là. Tu vas dire, ben, je vais gérer mon cash un petit peu plus serré, là, parce que c'est le gouvernement qui a mon argent. Ça C'est une autre serait façon de le faire, mais ce n'est pas l'idéal. Là, mais... Ça serait quoi un bon pourcentage de ses revenus à mettre de côté, par rapport à un strate d'âge, par exemple? Plus qu'on avance, j'imagine, plus qu'on devrait avoir un multiplicateur des revenus de côté pour s'assurer d'avoir un fonds de pension puis une retraite intéressante. Ben, c'est sûr que, par exemple, tu sais, la RRQ, là, c'est 66 600 cette année. Là. Fait que, tu sais, juste cotiser comme salarié, là, avoir au moins un minimum de 66 600 de revenus, ça peut être intéressant parce que tu vas contribuer à ton fonds de pension du gouvernement qui est la RRQ. OK? Fait que ça, c'est une dépense d'entreprise. Fait que fait que là, tu vas payer moins d'impôts, OK? Parce que c'est une dépense d'entreprise. Souvent, les gens disent, ah, je vais me payer comme dividende. Ben, un dividende, là, je dis toujours un dividende, c'est pour les personnes un petit peu plus vieilles comme moi. OK? Ça veut dire que toi, tu as déjà ramassé assez d'argent, tu peux te verser un dividende, mais quand tu es jeune, ta RRQ, là, de te payer un salaire, apparaît ça quand tu t'es payé un salaire, ben, tu vas contribuer à ta RRQ et à tous tes programmes sociaux. Mais en plus de ça, tu vas pouvoir aller contribuer à ton REER. Fait que là, tu vas pouvoir aller déposer, tu vas pouvoir contribuer à ton REER. Mais si tu te verses un dividende, là, tu ne peux pas contribuer à ton REER.
Puis justement, à la Banque nationale, il y a un super bon article, là, je pourrais peut-être te le trouver, là, mais il y a un article qui fait la différence entre est-ce que je me paye un salaire ou est-ce que je me paye un REER, là. Il y a vraiment un très bon article qui a été très, très détaillé, là, sur est-ce que ça vaut la peine de faire ça, de prendre tel move. Fait qu'à chaque tranche d'âge, il y a comme une question à se poser. Mais je dis toujours, après 5 ans, il faut se repositionner, se dire, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mes plans de vie aussi? Si je m'achète une maison, est-ce que c'est ma première maison? Ben, si dans 5 ans, je m'achète ma première maison, ben, je peux aller rapper, mais pour rapper, j'ai besoin de REER. Fait que pour avoir des REER, ben là, il faut que je contribue un salaire. Fait que c'est toute cette approche-là. Ça, c'est des bons planificateurs financiers. Moi, je ne suis pas planificateur en passant, là. Fait qu'il faut vraiment parler à un bon planificateur financier puis dire où est-ce que je veux être dans 5 ans, là. C'est ça qui est important. Puis après ça, en fonction de tes revenus, ben, tu peux dire, ben, comme moi, je suis rendue à un certain âge, que ça vaut peut-être la peine d'investir dans des types de fonds de pension fiscalisés. Parce que je suis plus proche de la retraite que quand j'avais 30 ans. Là. Fait que, fait qu'il y a toutes sortes de trucs comme ça, c'est important de bien y penser. Une autre chose aussi qu'on néglige des fois, ben, tu sais, avoir sa propre propriété, ça veut dire sa maison, ça prend de la valeur aussi, là, tu sais. Investir dans le capital de sa maison, ça peut être intéressant au lieu de rester à loyer. Fait que, tu sais, ça, je vous dis, il y a Il y a plusieurs aspects, c'est de regarder cas par cas. Pour c'est terminer, ça. t'aurais-tu un mot de la fin, Christiane? Ben, le mot de la fin, je pense que ce qui est important, là, c'est de regarder alentour de soi qui peut nous aider, puis qui ne coûte rien. Genre, un planificateur financier, ça ne coûte rien. Tu vas à la banque, là, tu t'assois avec elle, tu arrives avec ton plan de match. Tu dis, moi, je vais être là dans 5 ans. Qu'est-ce que j'ai besoin pour me rendre là? Voici les états financiers de ma compagnie. Il faut le montrer si on n'a pas le choix. Puis, d'aller chercher aussi des conseils auprès de ses comptables, c'est important. Tu sais, d'avoir une bonne comptabilité à jour, ça, c'est super important. D'aller chercher aussi des conseils auprès de, pas se gêner, mais il y a des groupes qui existent. Là, je vois que vous êtes membre de Réseau Mentorat. D'aller chercher un mentor pour nous accompagner, ça ne coûte rien, hein, c'est zéro. Fait que, à part de ta petite contribution mensuelle, là, d'aller chercher un mentor, parce que le mentor, lui, il en a eu beaucoup d'expérience. Moi, j'ai été mentor en passant, là, j'ai délaissé ça parce que je voulais m'occuper de mon livre. Là. Mais tu sais, d'être mentor, ça peut être intéressant, là, d'être en diade avec quelqu'un qui a vraiment de l'expérience, puis qui va me challenger, qui va vous challenger. Tout ça, c'est gratuit. Là. Fait que d'aller chercher puis d'y penser, pas une fois par année, vraiment d'y aller sur une base continuelle. Là. Un peu comme son cash. Là, tu sais, je dis, bon, je gère le cash toutes les semaines. Là, c'est le même principe, tu gères ton cash flow toutes les semaines. Lundi, tu collectes, vendredi, tu payes. C'est bon ça. Ben écoute, un gros merci Christiane pour ton temps. C'est sûr que je vais faire attention à mon fonds de roulement, à me protéger pour m'assurer de passer au travers, puis bien gérer mon cash semaine après semaine pour être sûr Non, d'arriver payer. juste un truc avant qu'on se laisse, avant que j'oublie, c'est l'assurance, là, elle est obligatoirement, elle est exigée par un banquier ou un prêteur. Tu peux la passer comme une dépense d'entreprise, OK? Puis tu peux financer aussi des grosses primes. Tu sais, tu peux avoir une prime, je ne sais pas moi, tu sais, tu peux demander à ton financier ou à ton qui te prête l'argent, ou tu peux, il existe des compagnies qui font justement du financement de police d'assurance. Fait que ça peut être intéressant. Encore là, faut vraiment parler à un planificateur financier ou Bon, ben, quelqu'un plus qui peut qu'il nous soit. accompagner là-dedans, trouver la bonne stratégie. Là. C'est super. Écoute, un gros merci Christiane pour ton temps. C'est sûr que je vais aller en parler davantage avec mon planificateur financier. Et puis, j'aimerais ça remercier nos partenaires qui me supportent depuis le tout début d'Alias Entrepreneur, la Banque nationale, le MEI, le programme Persévérance, le réseau Mentorat, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, InfoBref et bien sûr mon commerce en ligne. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à le partager à un ami entrepreneur. Je vous invite à venir parler avec moi sur LinkedIn. Je suis très actif sur LinkedIn. Alors, venez me poser vos questions, des suggestions d'invités ou simplement me dire bonjour. Ça me fait toujours plaisir de connecter avec vous. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs.